your Congo Center. Go now and check in www.congocenter.com. Chers internautes, Congolaises et Congolais, ici nous concerne pour notre divertissement, nos événements et nos informations. C'est sur congocentral.com. Congo Central, we are the world. Chers téléspectateurs de Congo Central, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle édition de Congo Central. Vous savez que Congo Central est votre site d'information, de formation et de divertissement. Congo Central est là pour vous accompagner. Congo Central est là pour vous faire découvrir des personnes que beaucoup peut-être ne connaissent pas, ou puisque Congo Central est là pour évoluer dans différents secteurs. Alors aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Benjamin de l'église Faith Ministry d'Eben et Papa Christian qui vont nous parler d'un thème vraiment que beaucoup de gens ont voulu comprendre, un thème qui tient vraiment au développement d'un pays ou d'un continent, et ce thème est l'impact du leadership dans le développement d'un pays ou d'un continent. Alors nous avons reçu le pasteur Benjamin qui va nous parler de ce thème. Avant de commencer, nous aimerions que chacun de nos invités puisse se présenter personnellement. Alors la parole au pasteur Benjamin Lukola. Ok, merci beaucoup mon frère Messi, et ainsi que tous les amis qui suivent Congo Central. Mon nom c'est Benjamin Lukola, je suis le pasteur titulaire de l'église Faith Ministries à Durban, donc où nous évoluons bientôt 17 ans. Merci beaucoup. Et Papa Christian. Merci beaucoup mon frère Messi. Je voudrais également saluer les différents téléspectateurs des Congo Central. Je voudrais également dire que je m'appelle Christian Moubili. J'évolue également dans l'église Faith Ministries en tant que les différents téléspectateurs des Congo Central. Je voudrais également dire que je m'appelle Christian Moubili. J'évolue également dans l'église Faith Ministries en tant qu'ancien chargé de la jeunesse. Et c'est un plaisir pour moi ce matin d'être avec vous en train de partager sur ce thème autour du leadership. Merci. Ok. Et là, nous entrons au vif de notre sujet, l'impact du leadership dans le développement d'un continent ou d'un pays. Et par là, sincèrement, je ne suis pas trop dans ça. C'est pour ça que j'ai invité le pasteur et Papa Christian qui vont nous parler de ce thème. Nous pouvons définir le leadership comme une capacité qu'a une personne de pouvoir diriger ou de pouvoir organiser un groupe de travail. Alors, nous aimerions savoir, le pasteur Benjamin, comment définissez-vous le leadership? Pour vous, qu'est-ce que le leadership? Pour moi, je crois fermement que le leadership n'est pas une position. Ça, c'est un, parce que ça fait bien beaucoup de temps que les gens ont amené la confusion entre la position qu'occupe une personne ainsi que le leadership tel que je conçois cela. Le leadership, c'est l'habileté d'influencer, de prendre les gens du point A jusqu'à une destination quelconque. Et quiconque exerce cette influence dans la vie des gens, c'est lui-là le véritable leader. Donc, à la suite des temps, nous pouvons établir, et très souvent quand je parle de leadership, je dis, il y a beaucoup de gens qui occupent des positions mais qui ne sont pas des leaders. Que ce soit dans le domaine ecclésiastique, social, familial, parce que le leadership se trouve dans tous les niveaux de la vie. La bonne définition, la meilleure compréhension du leadership, c'est ce qui va nous amener à réellement exercer de l'influence pour transformer. Quelqu'un peut occuper une position, et une très très bonne position, une position qui peut aider un leader, un véritable leader, à utiliser cela pour amener les gens du point A et transformer, comme nous parlons du développement, le développer. Mais s'il ne comprend pas bien le leadership, il risque de prendre les gens du point A, ou prenons les chiffres, du point 1 à moins 20. Donc c'est faire le contraire alors. Le contraire absolument. Avec
la position, le moyen et tout. Et- Donc, en un mot, j'ai dit toujours, le leadership, c'est l'influence. Donc là, nous avons compris, selon le pasteur Benjamin Lukola, le leadership, c'est l'influence. Donc savoir influencer les personnes à prendre des bonnes décisions, influencer des personnes à développer. Et Papa Christian, quelle est votre position par rapport à cela? Oui, je voudrais m'accorder avec ce que le pasteur Benjamin a dit et accepter que l'influence est le point central dans le leadership. Mais évidemment, il faudrait qu'on s'accorde sur l'influence positive. Yeah. Parce que Yeah. vous savez, il y a Yeah. de ces gens-là qui vous influencent, comme le pasteur a dit, ils vous prennent de 1 jusqu'à moins 20 et ils se disent être des leaders. Alors, je pense que le point important, c'est influencer et Positivement. pour influencer positivement premièrement et prendre un groupe de gens, prendre une communauté du point 1 vers le point 20 pour le bien-être de cette communauté et pour le bien-être de ce qui entoure la communauté. Je pense que ce sera ça le leadership dont nous avons besoin dans le contexte des communautés dans notre continent. Donc si je comprends bien, le leadership doit être vraiment obligatoirement dans un sens positif, surtout pour le continent africain ou notre pays, parce que à dire que le leadership, en fait, celui qui prend un peuple de 1 pour le remettre à moins 0 ou moins 20, ça veut dire que ça c'est déjà quelque chose à craindre. Mais en fait, par rapport aux différentes définitions que vous venez de donner, quelle est la différence entre un leader et un chef? Donc, quand je parle de chef, donc c'est pour faire essayer un peu d'aller dans un domaine peut-être pas politique, mais quelle est la différence en fait dans le pouvoir, quoi? Quelle est la différence entre un leader et un chef? Est-ce que celui qui est chef est forcément leader? C'est là qu'il y a le problème. Donc, vous pouvez être un chef, mais vous n'êtes pas un leader. Mais nécessairement, un leader finira par toujours être un chef. Comment ça? Vous pouvez vous expliquer s'il vous plaît? La définition du chef a été pratiquement dans notre contexte. Bon, mon cas, je suis de la 2e génération de la République d'Isaïr, Congo, et aujourd'hui nous sommes là. Le mot chef, le contexte a été très mal défini. Un chef était pris comme un patron, un homme qui croise les mains, Celui qui et celui qui donne les ordres, et celui que tout le monde doit obéir. Or, le vrai sens dans le leadership de l'influence, le chef, c'est un responsable. Donc, c'est celui qui assume la responsabilité. Donc, avec cette pensée-là, un leader comprend le sens du chef en tant que responsable. Il aura peur, dans le sens, comme on a dit, Christian Mobili, il a dit que, donc, il y a l'influence aussi dans le sens négatif. Alors, un véritable leader qui est un chef, il aura peur d'amener les gens vers la direction négative et il va assumer toute sa responsabilité. Le mot chef signifie un modèle, un responsable. Et quand on dit un modèle, donc un modèle ne croise pas les bras. Un modèle, c'est celui qui amène les gens là où il a lui-même été. Pas là où, si vous permettez, je vais donner deux exemples de leader et de chef. Un leader, c'est comme le conducteur de tour de visite. Le conducteur qui vous amène, par exemple, à Safari, il a déjà été là. Et quand il vous explique, attention ici, il y a des lions et tout qu'on sort, il a déjà lui-même exploré et il vous amène quelque part. Mais il y a un autre guide que nous trouvons dans des centres touristiques. Il vous parle de Paris, mais il n'a jamais été à Paris. Et il vous explique les avenirs de Paris, mais il n'a jamais été lui-même là. Oui, là, nous rentrons un peu en arrière. C'est comme des professeurs qui me donnaient des cours d'histoire et qui parlent de la Tour Eiffel, la Vénus. Exactement.
Alors, un véritable leader, c'est quelqu'un qui amène, qui fait la marche avec les gens. Il est responsable. Mais le chef, dans le mauvais sens, comme je disais, le sens plus pratiquement de qui a tiré sa définition avec la Deuxième République de notre pays, où quand on dit un chef, donc c'est quelqu'un que tout le monde doit craindre, tout le monde doit trembler devant et qui n'a rien à faire avec le devenir de ce que vous avez. Et ça, et qui n'a jamais, il n'aura jamais tort. Il n'aura jamais tort. Alors, dans ce sens-là, un chef n'est pas nécessairement un leader. Mais un leader peut être un chef. Alors, Papa Christian, comment pouvez-vous définir ou comment pouvez-vous faire un portrait d'un bon leader? Le portrait d'un bon leader. Je pense que c'est également un point capital, comme le pasteur venait de le dire. Ouais. Et il faudrait que l'on comprenne que quand quelqu'un est leader, il a un groupe de gens derrière lui, un groupe de gens qu'il est en train de mener, un groupe de gens avec qui il doit s'accorder. Parce qu'au fait, s'il n'y a pas accord entre ceux qui sont derrière et celui qui est en train de les mener, je ne pense pas qu'ils vont arriver à leur destination. Alors je pense que le portrait d'un bon leader, s'il faudrait que je l'introduise, je voudrais dire qu'il y a d'abord l'écoute. Yeah. Ce bon leader doit avoir l'écoute. Yeah. Le bon leader doit avoir une vue du groupe qu'il est en train de mener et avoir déjà l'image de là où il veut amener ce peuple ou ce groupe-là. Ainsi, il sait comment contrer les dérangements, comment contrer les mauvais vents, les contre-courants sur le chemin de parcours. Et également, de manière importante, je voudrais dire qu'un bon leader est celui qui a le cœur de comprendre et de porter le groupe. Parce que vous savez, avoir un groupe derrière son dos n'est pas une chose facile. Il y a plusieurs personnes qui viennent de plusieurs endroits, mais on demande à un individu ou un individu qui a les capacités de les mener vers une destination. Il devra avoir le cœur de prendre ce peuple avec leurs défauts, de corriger et de les comprendre. Je pense en bref, ça c'est le portrait d'un bon leader. Début du portrait, bien sûr. Donc, je comprenais, d'abord un leader c'est une personne. D'accord. Prenons l'exemple d'une entreprise. Un chef, parce que dans une entreprise, je dirais pas si vous êtes chef, vous devez communiquer avec vos travailleurs, vous devez avoir un sens de motivation, vous devez avoir un sens d'écoute et vous devez les pousser à travailler. Donc, dans une entreprise, c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes vraiment sûr que de nos jours, surtout dans la société africaine, nous avons des chefs, nous avons des leaders? La société africaine, quand nous commençons avant le partage de notre continent, nous avons eu des royaumes. Nous avons eu des royaumes. Vous savez, quand on parle de l'Afrique, il faut établir ça par rapport aux époques. Nous avons eu des royaumes qui étaient très organisés, qui avaient chacun dans son coin, avait sa vision avec son roi et leur idéologie et tout consort. Et l'Afrique a subi une rupture avec le partage qui n'était pas concerné aux Africains, dont les Africains eux-mêmes n'étaient même pas les bénéficiaires. Donc je prends par exemple le royaume Congo, que je connais bien. Le royaume Congo se retrouve divisé pratiquement en trois. Une partie se retrouve au niveau du Congo-Brazza, Congo-République, une partie reste au niveau du Congo belge. Et absolument, absolument. Et puis la capitale est restée en Angola. Et il y a Congo Diatoti, là, quelque chose pareil. Alors la capitale est restée du Congo de l'Angola, donc c'est déjà un peuple déconnecté. Ça, il faut entrer, même les psychologues seront d'accord avec moi. Un peuple déconnecté. Ça, ce n'est que le cas d'un royaume.
Vous venez ici en Afrique du Sud, vous voyez, nous avons le royaume Zoulou. Une partie est restée vers la Rhodésie, qui est actuellement Zimbabwe, une autre partie du côté de l'Afrique du Sud. Nous avons le royaume Soutou, une partie restée au niveau de l'Afrique du Sud. Et je me pose la question si les gens qui partageaient tenaient compte de ça. Mais voir l'ensemble des royaumes africains, je pense qu'ils tenaient compte de cela. Parce que pour paralyser et bien régner et bénéficier d'un peuple, il faut le déconnecter avec sa tête et dépiécer tout qu'on soit. Je pense qu'il se passe avec les accords de partenariat économique où l'Occident a voulu diviser l'Afrique en différents secteurs pour bien négocier parce qu'il y avait des présidents. Le principe, mon frère Messi, le principe reste le même. On change seulement des données. Et les années 60, maintenant, il y a eu une génération de la prise de conscience des Africains pour dire avec Kwame Nkrumah et les autres, pour dire que non, l'indépendance. Mais ils ont vu seulement l'aspect politique. Et les gens qui ont dépiécé l'Afrique, ils ont compris. Maintenant, ils ont lâché la politique, mais l'économie, comme vous dites là, on est déconnecté. Actuellement, je suivais le débat avec la SAA, où on se rend compte que nous n'avons pas de chemin de fer pour acheminer les produits africains en Afrique. Il faut toujours passer en dehors de l'Afrique pour se connecter avec un autre pays africain. Actuellement, avec la SAA, on peut circuler en Afrique tout en restant en Afrique. Mais avant, même si une équipe congolaise veut aller jouer au Maroc, il faut transiter par Paris et descendre au Maroc. Alors, toutes ces choses, moi, je ne pense pas que c'était le fruit du hasard. Donc, ces différentes étapes ont créé et ont eu l'objectif d'affaiblir réellement le véritable leadership pour un continent à son propre développement. Donc, et ils ont fabriqué des chefs selon la philosophie que nous disons un chef, un homme à la tête qui n'est pas connecté, qui n'est pas communiqué. Donc, maintenant, il y a une prise de conscience. Il y a un nouveau sang, mais qui n'est pas vraiment encore apprécié, vu qu'on est habitué à un ancien système de choses. Il y a un nouveau, avec même la philosophie de l'Union africaine actuellement, tellement que le fruit n'est pas encore sur le terrain. Mais si vous lisez cette philosophie, c'est une philosophie qui veut donner la naissance à une nouvelle, pas une nouvelle, à une vraie définition de sens de leadership pour que l'Afrique puisse se prendre en charge. Mais il y a encore bien d'obstacles et cette philosophie ne reçoit pas encore la totalité de la bénédiction des gens qui peuvent financer cela. Donc c'est ça, selon mon jugement, c'est ça le parcours un peu. Quand on parle de leadership dans l'Afrique, il faut tenir compte de tout ce passage-là. Donc si nous ne tenons pas compte de ça, nous risquons de penser, de retomber toujours avec la philosophie du chef. Là où vous changez l'individu, mais en réalité l'individu ne sera que chef. Ne sera que chef. Alors, il faut tenir compte de toutes ces choses. Papa Christian, nous avons l'impression qu'aujourd'hui en Afrique, c'est comme on définissait autrement la crise économique qui était le passage d'une période de prospérité à celle de dépression. Et nous remarquons qu'aujourd'hui en Afrique, nous perdons nos valeurs. Nous ne sommes plus à la hauteur comme nous étions dans les années peut-être 50, 60 et tout. Aujourd'hui, nous avons perdu tout, surtout la culture, parce qu'après avoir tout perdu, c'est ce qu'il fallait peut-être rester. Mais aujourd'hui, nous perdons tout. Est-ce que vous croyez que c'est par manque de leadership? Nos dirigeants n'ont pas pu garder cette culture? Est-ce que nos dirigeants n'ont pas vraiment des stratégies, je ne sais pas, des stratégies de pénétration qui permettront à ce que nous puissions revivre ce continent que nous avons? C'est parce que
nos dirigeants s'appellent les chefs pour diriger les dirigeants. Donc le chef qui n'a pas tort, le chef qui doit tout dire, le chef qui est au-dessus de la loi. Est-ce que c'est pas parce qu'ils veulent être chefs et qu'ils le sont, ou c'est parce qu'ils ont un problème avec le leadership, ou parce que peut-être ils ne sont pas leaders en fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci mon frère Messi pour cette question, merci pour cette intervention. Je voudrais d'abord dire ou m'excuser de dire que je ne peux tirer les éléments de ma réaction dans ma formation en tant que théologien. Aujourd'hui, vous allez remarquer que le monde occidental nous a amené une influence de vouloir rejeter la religion. Et on veut avoir des États, comme on se dit, laïques. Mais évidemment, je suis toujours en train de dire qu'en Afrique, nous avions nos valeurs. Même avant que les Occidentaux ne nous amènent leur religion. Nous avions nos valeurs chrétiennes, nous avions nos valeurs religieuses, et puis nous avons eu des valeurs chrétiennes. Et vous savez, l'influence de la religion aujourd'hui ne peut pas être discutée au monde. Parce que les valeurs que les uns et les autres tirent de la religion, tirent de la chrétienne, aident les uns et les autres à penser aux autres et à garder les valeurs qui sont bien. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de dire, bon voilà, nous sommes laïcs, aujourd'hui nous n'avons plus de religion, nous ne croyons plus en ceci. Mais ceux-là qui ne veulent pas que nous défendions nos valeurs chrétiennes ou nos valeurs religieuses, croient en leur religion. Ils ont également leur religion. Que ce soit l'occultisme ou whatever, ce sont des religions. Alors, ils ont eu cette tendance-là de vouloir anéantir nos valeurs afin que nous puissions leur rejoindre dans leur religion. Et je pense que cela a eu de l'influence dans notre leadership parce qu'ils ont eu cette valeur. Ils ont la force de venir dire, mon frère Messi, nous pensons que vous pouvez être à la tête de ce peuple à condition que. Et parce que mon frère Messi, vous et moi, nous ne croyons plus aux valeurs que nous avons, nous disons oui. Parce que nous avons cette culture. On a fait cultiver en nous l'égoïsme. Parce que je serai au-dessus, parce que je serai en train de régner. C'est le désir du pouvoir alors. Et cela, mon frère, beaucoup plus loin, va dans la perte du sens de l'héritage. Parce que nous ne pensons pas à ceux qui viendront après nous. On nous dit, on va te donner ceci, tu seras le chef. Même si tu n'es pas le leader, tu vas régner, tu auras 1, 2 et 3. Peu importe ceux qui viendront après toi. S'il n'y a pas un pont là-bas, c'est pas un problème. Parce que demain, ceux qui viendront se noyer dans cette rivière-là, ce ne seront pas toi. Ok. Mais chez eux, ceux qui nous influencent, ceux qui ne font pas la même chose chez eux. Alors, je voudrais dire qu'il est très important au niveau de l'Afrique que nous puissions reconsidérer nos valeurs anciennes et rentrer vers ces valeurs que nous ont léguées nos ancêtres, les valeurs qui régnaient dans les royaumes, comme le pasteur a dit, les valeurs où on pouvait se mettre autour d'une table et attendre que tout le monde soit là pour qu'on mange dans la même assiette. Merci. Je peux ajouter à ce que Christian venait de dire. Quand nous disons Bantou, les mots Bantou, ça c'est le pluriel de Muntu, pour dire l'homme. Donc, la valeur des Africains, l'homme est au centre de tout. Mais, comme il a bien souligné, on veut nous faire croire de devenir laïcs. Mais en réalité, ces gens prônent une certaine philosophie, religion derrière eux. Et ils veulent, parce que dans leur religion, il faut qu'on déplace les Muntu et le remplacer par l'égoïsme. Donc, le matérialisme. Leur religion, c'est matériel. Même si je peux gagner le monde et détruire toute ma famille, donc il faut le faire. Diviser pour mieux régner et puis être chef au top de tout le monde. L'homme n'est plus au centre. L'homme n'est plus
au centre. Et quand on parle de l'homme, quand on met l'homme au centre, nos valeurs culturelles, vous voyez le respect, ce n'est pas la religion occidentale qui nous a appris ça. Ça se trouve dans le sens africain. Le partage et toutes ces choses se soutenir dans la parole de Dieu. Le partage, venir en aide à la personne qui est dans la souffrance, toutes ces choses, ce sont des valeurs africaines. Alors, on nous a abordé avec le matérialisme, bombardé. Moi, je ne pense pas que c'est le produit du hasard. Je pense que, comme nous disons en anglais, they are the masterminded. Donc, si je comprends, excusez-moi, pasteur, apparemment, vous êtes plus pour le communisme et non le capitalisme. Non. Communisme, capitalisme, toutes ces choses-là, ce sont des philosophies des hommes. La bonne philosophie pour faire, pour amener le bien-être. Si l'homme est au centre, l'homme est au centre. Si le capitalisme va faire développer pour le bien-être des hommes, allons-y. Mais si c'est pour le matérialisme et que l'homme soit diminué, moi je pense que tout système qui écarte l'homme comme centre, je ne pense pas que c'est soutenu par le créateur de l'homme. Celui qui a créé l'homme ne peut pas accepter qu'on déplace son chef-d'œuvre pour le remplacer par les chefs-d'œuvre des scientistes. Toutes ces choses-là, nous devons retourner en cela. C'est pourquoi je disais l'influence. Leadership, c'est l'influence. Donc, l'influence positive, comme avait souligné. Donc, prendre les gens du point A jusqu'à un certain point. Donc, tu dois avoir une vision de développement. Mais un chef n'a pas nécessairement une vision. Un chef est là, la vision, c'est lui. La vision, c'est lui. Et quand nous parlons du chef, nous ne voyons pas seulement dans l'aspect politique, même dans la famille. Un père peut être un chef. Donc ses enfants ne lui disent absolument rien. Donc il est là, il vit pour lui. S'il faut même sacrifier les enfants, il est prêt à le faire. Nous le voyons aussi dans le cadre de l'église. Vous pouvez avoir un pasteur qui est un chef. Il est même au-delà de la parole de Dieu. Lui, il peut désobéir à la parole de Dieu, mais il reste pasteur. Hein? Et tout le monde commence à acclamer. Vous n'êtes pas d'accord, vous sortez de l'église, vous partez. Nous assistons à toutes ces choses. Donc quand nous disons chef, ce n'est pas seulement... Donc on ne voit pas seulement un aspect. Quand on parle de leadership, c'est ce que je disais, l'erreur de définir le leadership comme seulement l'aspect politique, l'aspect économique. Non, le leadership se retrouve dans tous les aspects où l'homme. Donc, chaque fois qu'il y a deux personnes, le leadership se retrouve, je peux dire, le leadership est demandé. Quand vous êtes seul dans votre maison, bon, je pense que vous êtes là, c'est vous-même. Mais les jours où vous êtes marié, le sens d'un leader, donc, se réclame. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va conduire cette famille-là. S'il n'y a pas un leader dans la famille, c'est le chaos. Donc, pas un chef. Non, chef dans le sens responsable, oui. Mais pas dans le sens dictatorial. Pas dans le sens dictateur. La dictature n'a rien à voir avec la vie de bien-être. Mais parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est comme un philosophe disait que l'homme est un loup pour l'homme. Donc c'est comme vous dites, il y a des gens qui ont au centre de sa vie, c'est le matériel. Donc sacrifier une personne pour avoir de l'argent, sacrifier sa mère, sa tante et tout. Bon, pour arriver à ses fins, il est capable de tout faire. Or que la culture africaine nous défend cela et le créateur défend cela aussi. Absolument. Parce que d'abord, c'est lui. Mais de nos jours, c'est vraiment difficile, sincèrement, de retrouver de vrais leaders. Ça, c'est vraiment difficile. Mais comment, en fait, pouvons-nous développer ce sens de leadership, ce sens d'être leader en nous? Est-ce que c'est possible? On est leader, on peut le devenir. Bon, je pense que tout leader était premièrement né. Donc, qu'il soit leader ou pas, dont nous tous sommes nés. Donc, mais dans le sens que vous dites, est-ce qu'un leader est nécessairement inné? Moi, je pense que c'est ce qui avait aussi mal influencé beaucoup
chose, où on croyait que pour être leader, il faut l'être dès la naissance. Non, il y a de ceux-là qui ont eu ils ont eu des qualités de leader très développées dès leur enfance, mais il y a de ceux-là aussi qui apprennent, parce que ce sont des principes, on peut les apprendre et les assimiler. Et la plupart des cas, quand nous disons celui-là c'était un leader inné, on faisait beaucoup plus attention à la capacité de prendre les initiatives. Beaucoup plus dans ça. Mais il pouvait prendre les initiatives, mais il n'était pas à mesure, par exemple, de manager cela, de gérer cela. Et il va faire appel aux gens qui ont la capacité de gérer et gérer, parce qu'aucun leader, aucun véritable leader ne pense réaliser sa vision seul. Donc chacun apporte sa pièce, quand bien même que lui, il avait beaucoup plus ce sens-là d'initiative. Mais on développe le leadership. On parle du développement. Quand on parle du développement, donc on commence petit et puis on grandit. Donc on peut apprendre. On peut apprendre. J'aimerais que nous puissions prendre le cas d'un pays qui est le Congo. Pendant les années 60, bon, nous n'étions pas nés, vous étiez déjà nés, et pendant les années 60, 67, je ne sais pas, 70, soi-disant que le Congo avait quand même un développement assez considérable par rapport à l'Afrique du Sud. Le Congo était parmi les grandes puissances en Afrique. Donc en ce temps-là, le Zaïre. Il y avait beaucoup de secteurs qui marchaient bien au Congo par rapport à la réalité, dont on peut parler de la médecine. Les gens puissent apprendre à devenir leader ou à laisser cette idée d'être chef pour mater, ou en fait pas mater, mais pour être au-dessus de la loi, ou diriger tout le monde sans qu'il puisse être dirigé aussi. Merci beaucoup. Moi je pense que c'est très simple. S'il faudrait qu'on relise l'histoire comme vous venez de le faire, je me poserais une question. Si effectivement le Congo des années 60 semblait être mieux que le Congo d'aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'il y avait un travail qui était en train d'être fait, ou un travail qui était déjà fait par nos compatriotes congolais, ou bien c'était l'héritage que nous avait légué la colonisation? Et partant de cette question-là, on peut essayer de faire un parallélisme avec le Congo d'aujourd'hui. Je voudrais revenir sur le même fait que nous avons un problème de conscience. Et chez nous, vous avez bien épinglé l'exemple du Congo. Voyez par exemple cette culture-là de ne pas accepter les points de vue des autres. Ne pas accepter que quelqu'un s'exprime sur un point, sur deux points, ou sur la façon dont vous êtes en train de diriger. Parce que vous êtes là, c'est vous qui devez être là et vous devez y rester. J'y suis et j'y reste. Et je pense que s'il faudrait parler de cette conscience-là, l'héritage que nous avait légué la colonisation n'a pas été bien géré. Vous avez fait le parallélisme avec l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, vous allez voir qu'il y a également un héritage. Mais tant bien que mal, c'est le même parcours. C'est le même parcours. Et tant bien que mal, Je comprends pas. Ce qui fait la différence simplement ici, c'est quoi? C'est qu'ils essayent de gérer l'héritage. Et avec beaucoup d'attention. Avec beaucoup d'attention, j'insiste. Ils sont en train de gérer cet héritage-là. Et ils se disent, demain nous ne serons pas là. Demain nos enfants seront là.
qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? S'il faudrait qu'on leur lègue les routes, commençons par maintenir les routes, commençons également par construire des routes. Maintenant, la culture que nous avons chez nous, au Congo, je voudrais dire, c'est cette culture-là de dire, demain, je ne serai pas là. Alors, advienne que pourra, qu'il y ait un pont ici ou pas, je ne serai pas là. Je vais prendre ma part. Oui, les enfants se débrouilleront pour mettre des troncs d'arbres pour traverser la rivière. C'est ça ce que nous avons. Mais si nous avions, comme une fois dans une émission du leadership que le pasteur était en train de tenir, le principe d'héritage. Dans ce principe d'héritage-là, il y avait le point que j'avais beaucoup apprécié sur ce que nous devons toujours penser, léguer aux générations à venir. Et c'est ce que nous n'avons pas. Je pense ce que nous devons avoir, ou bien ce que nos leaders devraient avoir, c'est cette culture de comprendre que je suis en train de mener un peuple, non pas simplement un peuple, mais tout un pays. Pays en tant qu'ensemble d'individus et pays en tant qu'infrastructure. Et après moi, il y a bien d'autres idées. Si je suis à court d'idées, d'autres personnes peuvent venir compléter les idées que je n'ai pas. Et cela m'amène toujours, pour terminer, à considérer un point qui, pour moi, devrait être un point à débattre. Aujourd'hui, chez nous, on a toujours cette habitude de dire Dieu m'a mis au pouvoir, le pouvoir vient de Dieu. Alors, comme le pouvoir vient de Dieu, je me mets conduit, j'opprime, c'est Dieu qui m'a mis ici. Et à moi de reconsidérer, est-ce que c'est Dieu qui a mis les tyrans au pouvoir ou Dieu a instauré la fonction leader? Merci. Toujours dans ce même contexte. Dans ce même contexte-là, je veux ajouter oui. cette pensée. Dans le cadre de notre pays, le Congo, vous avez évoqué ce que nous soulignons très souvent, nous disons la bonne époque, la bonne époque, la bonne époque. Moi, je pense que la bonne époque, c'était ce que les Belges ont fait. C'est pas ce que les Congolais ont fait. Comme je pars même ce soir, je pense que je vais parler avec un groupe de pasteurs sud-africains. C'est dans ce sens-là que je leur prodigue toujours ce conseil pour dire que non, l'Afrique du Sud dans laquelle nous évoluons actuellement, c'est l'héritage. Oui, l'apartheid avait été vraiment atroce, mais du côté économique, pays, État et tout consort structure, l'apartheid a légué quand même des structures très fiables. La malédiction congolaise, que j'appelle, mon frère Messi, permettez l'expression. Je vous en prie. La malédiction congolaise est que la Belgique nous a laissé des moyens, mais elle ne nous a pas laissé des structures. C'est ce que je compare avec le cas de l'Afrique du Sud. Tu vois ici, nous voyons par exemple, même jusqu'aujourd'hui, des gens qui sont élevés en dignité qui peuvent être traduits en injustice sud-africaine parce que déjà depuis les temps d'apartheid, donc la justice occupait une place. La justice pour le blanc eux-mêmes, pour les gens qui exerçaient l'apartheid. Donc, il y avait même une sorte de démocratie déjà dans l'apartheid, malgré on a exclu les autres races. Mais entre eux, il y avait déjà des structures. Nous voyons le président qui refusait de négocier avec l'ANC. Il était obligé de démissionner. Et son ministre des Affaires étrangères qui était déclaré qu'il est devenu président de la République parce que lui, il croyait qu'il fallait négocier. Et il a négocié et il y a eu des élections, il y a eu des changements et tout consort. Donc, pour dire que dans leur sein, au sein de l'apartheid en soi, il y avait déjà des structures qui forment un État.
Mais chez nous, comme je disais, la malédiction congolaise, ce n'est pas les Congolais, mais nous avons hérité un cadeau qui était vraiment presque bidon, permettez-moi l'expression. Donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas plus comment notre colonie fonctionnait, dans le sens qu'on est parti dans un couvent de prêtres prendre quelqu'un qui parlait bien français, mais qui n'assimilait rien de la politique et tout consort, le placer président parce qu'on avait peur de quelqu'un qui raisonnait un peu comme Lumumba. Et finalement, quand ça n'a pas arrangé, donc il y avait toujours cette mentalité-là de chef. Pour manipuler les éléments, on va te mettre et si tu défends nos intérêts. Et c'est ça un peu la naissance du Congo. Donc il fallait, si je peux le dire ainsi, il fallait que les colons puissent un peu apprendre je ne sais pas, je ne peux pas leur dire il fallait, mais je pense que ils n'avaient pas ça. Les Belges n'étaient pas des visionnaires. Ça, je l'ai dit par rapport à l'histoire. C'est le prototype exactement de ce que nous disons, de ce que nous sommes aujourd'hui, pratiquement congolais. Dans le sens que si quelqu'un fait quelque chose, vous voyez que ça lui paye bien, demain tu copies sans pour autant étudier. La vraie colonisation, ce sont des Anglais. Ils avaient une vision. Ça, je le dis par rapport aux preuves du terrain. Donc, ils venaient, ils voulaient extendre le royaume. Ils venaient, ils prenaient un peuple, le transformaient et ils avaient une vision pour ce même peuple-là. Et ils laissaient les gens dans ce royaume-là, dans ce territoire-là, et ils éduquaient ces gens par rapport à leur mentalité. Et je pense que, je ne sais pas si c'est combien de pays les Belges ont colonisé, mais je ne pense pas plus de 5, je ne pense même pas. Je pense même pas. Et dans ça, vous voyez, ils arrivent devant une terre riche comme le Congo. Cette terre appartient non pas au royaume belge. Cette terre appartenait au roi. Et leur écrit prouve cela. Pendant 40 ans, le Congo était propriété privée d'un chef. Donc vous voyez là où nous tirons la mentalité. Un pays qui fait plus que même le pays du plus que tout le pays des territoires anglophones. Et il faut imaginer maintenant si le Congo était tombé sous la colonisation anglaise avec leur vision. Je pense qu'on allait avoir une autre direction. Mais nous ne pouvons pas corriger, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais pourquoi j'insiste là? Très souvent, nous nous indexons en tant que Congolais pour dire que non, tel, et on se bat. Moi, je pense qu'il faut déraciner l'arbre pour changer une mentalité. Donc, nous devons changer, nous devons aller à la racine. Ce sont des choses que nous avons copiées de quelque part. Le Congo a été chef pendant 40 ans. Quand il y a eu un peu pression, roi, son gouvernement et tout consort, il cède le royaume Congo-belge au royaume belge, au gouvernement belge. Évidemment, c'est la même chose. Mobutu a pris le pouvoir, le Zaïre appartenait à Mobutu. D'ailleurs, quand il quittait, c'est écrit dans les livres de notre ami Ngwanda, c'est écrit. Parmi les derniers cris de Mobutu, c'est « Oh, ça, ce n'est plus mon Zaïre ». Donc, c'était son Zaïre à lui. Et quand il est parti, c'est sous pression aussi de la conférence nationale et tout consort que Mobutu a cédé les Zaïre au peuple zaïrois. Maintenant, nous sommes là, le Congo. Pour moi, le Congo n'est pas encore né. On se recherche pour faire naître un Congo. Et pour y arriver, moi je pense que nous devons nous asseoir. Laisser les points d'indexer. Tel pense à l'autre. Premièrement, on n'est pas démocrate si on n'accepte pas l'opinion de l'autre. C'est ça le problème. Donc, si tel accepte telle opinion, qu'on se retrouve, qu'on puisse, si c'est faire naître, si c'est faire renaître, je sais que nous sommes champions en terminologie, mais l'essentiel que le Congo
existe. Donc ça doit commencer par le changement de mentalité et qu'on accepte tout ce qui s'est passé, qu'on se débarrasse un peu de ça, qu'on s'assied sur la table avec sincérité de voir quand même que non, vous savez, nous serons sincèrement jugés. Hein. Le Congo est tellement riche et je ne sais pas ce qui se passera en tant que pasteur le dernier jour, quand on dira par exemple, qu'est-ce que vous avez fait de cette terre-là? De cette terre-là, je ne sais pas comment on va répondre à Dieu. Parce que lui, il a donné à l'homme, il a dit, garde et développe. Garde et cultive. C'est ça l'ordre qu'on a donné à Adam. Et alors qu'est-ce qu'on... Jusqu'à présent, le Congo n'est pas développé parce qu'il y a plusieurs terres. Non, ça ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question, c'est une réalité. Donc, il faut qu'on se recherche, qu'on puisse travailler pour la naissance de ce pays-là. Merci, il nous reste peu de temps. Papa Christian, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que dit le pasteur? Se rechercher, que le Congo puisse naître, parce que jusqu'à présent, on a l'impression que le Congo n'est pas. Donc le Congo est en stand-by. Le Congo des Congolais, je parle bien, je ne parle pas du Congo belge. L'héritage du Congo belge. Je vais m'exprimer, je vais m'expliquer là-dessus. Oui. Nous avons eu les colonisateurs. Je ne sais pas le dernier gouverneur qui a donné l'indépendance, il était parti. Mon père me rappelait toujours ce nom-là. Il y a eu la génération première de Lumumba, Kasavubu, tout comme ça, c'est la génération élite. Et qui a été vraiment décapitée sitôt. Et à partir de ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un Congo des Congolais. Comprenons l'émotion. Papa Christian. Oui, merci beaucoup. Je m'accorderai avec ce que le pasteur venait de dire et j'ajouterai que s'il faudrait que le Congo, les Congolais naissent, je pense que nous devons revenir sur certaines valeurs, entre autres les valeurs morales, les valeurs chrétiennes ou les valeurs religieuses. Ces valeurs-là ramèneront en nous le sens de l'homme, le sens de la valeur de l'homme, le sens de la valeur de l'héritage. Le Congo est notre pays, le Congo nous a été donné par Dieu, bien que ce n'était par division comme le pasteur était en train de le dire. Le Congo nous appartient, nous avons un devoir envers le Congo parce que c'est sur cette terre, sur ce sol congolais que nos enfants, que les enfants de nos enfants grandiront. Qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants? Et c'est là que je suis en train de dire qu'il faudrait que les valeurs morales, chrétiennes, religieuses renaissent pour que nous comprenions que tout un chacun d'entre nous vivra au travers de ses enfants et des enfants de ses enfants. Donc, si aujourd'hui quelqu'un se retrouve dans une position de leadership, il doit comprendre qu'il y a un peuple et tout un pays derrière lui. Demain, il passera. Il faudrait qu'il protège les intérêts de ce peuple et les intérêts du pays. Parce que mon frère Messi, aujourd'hui vous mangez tout le temps, vous êtes rassasié. Vous ne pensez pas aux voisins, vous ne pensez pas aux enfants demain. Et vous vous dites, même s'il n'y a plus rien dans le poulailler, je m'en fous, moi au moins j'ai mangé aujourd'hui. Qu'en sera-t-il de demain? C'est ce qui nous manque beaucoup plus. Nous vivons l'individualisme, la niveau ya colo. Revenons sur nos valeurs, reconsidérons les valeurs que Dieu a mis en l'homme. Nous sommes là, demain quelqu'un d'autre devrait être là. Mais comme je veux le répéter, quand nous sommes au pouvoir, quand nous sommes dans la position du leadership et du chef, que nous ayons des gens derrière nous ou pas, nous sommes et nous y restons. C'est comme s'il n'y a que nous, il n'y a que moi qui peut dire quelque chose, il n'y a que moi qui peut être les bastions décidés. Et je voudrais terminer en disant, le Congolais, les Congolaises devraient chaque jour méditer sur le principe de l'héritage. Qu'est-ce que nous allons léguer? Non pas
aux membres de notre famille, mais qu'est-ce que nous allons léguer à la communauté congolaise. Hier, j'étais en train de parler avec un confrère qui est au Mali et qui me disait qu'il était quelque part achetant du pondou. Je lui ai dit, il y a le pondou au Mali. D'où vient ce pondou? Ce pondou vient de Kinshasa, monte en Belgique et descend au Mali. Il y a un autre qui m'a appelé qui était au Costa Rica. Qu'est-ce que tu es en train de faire au Costa Rica? Partir parce qu'il faut partir. Et le leadership ne s'occupe même pas de la fuite des compétences des Congolais aujourd'hui. Combien de Congolais font la fierté du domaine médical de l'Afrique du Sud? Combien de Congolais font la fierté du domaine technique de l'Afrique du Sud aujourd'hui? Ce sont des Congolais. Est-ce que le leadership de notre pays pense à cette fuite de cerveau? Je ne pense pas. Et c'est là que nous devons rentrer afin que le Congo naisse et qu'un jour on puisse se dire qu'on a laissé quelque chose aux générations dernières. Merci. Ben voilà, ce sujet est tellement grand que nous ne pouvons pas terminer en un seul jour ou en quelques heures. Et par là, nous comprenons que l'Afrique a vraiment un chemin à parcourir. L'Afrique a beaucoup de choses à améliorer. L'Afrique doit se prendre en charge, le Congo doit se prendre en charge, parce que l'Afrique ne se développera pas tant que nous avons des bras croisés, et nous croyons que chacun de nous peut apporter une pierre à l'édifice, chacun de nous peut apporter quelque chose pour le développement de l'Afrique et de nos pays en particulier. Un dernier message, Pasteur Benjamin, par rapport aux téléspectateurs de Congo Central qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que vous leur dites? Merci beaucoup, mon frère Messi. Merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée. J'aimerais dire à tous les amis et pratiquement à tous les Congolais qui nous ont suivis, et partout où vous êtes, nous devons faire naître la fierté d'être Congolais. Cessez de dire que non, moi je n'aime pas être avec les Congolais, moi je n'aime pas aller, je n'aime pas me retrouver avec les Congolais. Non, c'est un don d'être né Congolais. Si vous êtes africain, d'une manière générale, vous n'êtes pas Congolais, mais vous suivez Congo Central, soyez fiers d'être Congolais, soyez fiers d'être africain. Ce que je veux dire par rapport à ce sujet, pensez dans toute position d'autorité que vous pouvez exercer, que ce soit l'école, que ce soit la maison, que ce soit l'église, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans des clubs, que ce soit en politique. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que l'histoire dira de moi quand je serai parti? Je pense que si vous vous posez cette question, vous allez retrouver le sens de ce que nous avons dit ici. Cherchez à amener quelque chose, apporte un plus, même 1, 2, 3, 4, nous n'avons pas tous le même pouvoir, la même influence. Cherche à amener un plus et ça sera une bénédiction pour le développement de ces pays. Ne laissons pas seulement à un groupe de gens et vous imaginez qu'eux peuvent apporter le changement, le développement. Là où vous êtes, fait la différence. Merci beaucoup. Papa Christian, un dernier mot. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs des Congo Central. Là où vous êtes, apportez-y une différence. Soyez concernés par l'héritage. Aujourd'hui, nous avons bien sûr parlé de manière particulière de la République démocratique du Congo, mais je pense que les principes dont nous avons partagé s'appliqueraient aux autres États africains et pourquoi pas aux autres États du monde. Donc nous avons un devoir, cultivons les valeurs du leadership en nous. Pensons à l'héritage, pensons aux autres, pensons à notre pays, aux structures et aux infrastructures. Et ainsi, demain, l'histoire parlera de nous. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Je vous en prie. Pour accompagner ce sujet, je crois que nous allons demander la permission au pasteur, si possible, de pouvoir diffuser un séminaire sur le leadership qu'il a eu à organiser, que nous puissions le diffuser sur Congo Central pour essayer un peu de comprendre plus. Nous sommes à la fin de notre émission. Remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus. D'abord au pasteur Benjamin Lukola. Pour moi, c'est devenu un père parce que chaque fois que le Congo Central demande quelque chose, il est toujours là. À Papa Christian qui nous a disposé de son temps pour être ici et répondre
à nos demandes. Remerciements à la régie, à Kevin Koulou, à Sam Kane, à Marco Ipolo et à tout le média de l'Église First Ministry d'Eben. Remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus à travers les conseils. Et sans oublier, la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, Congo Central organisera une campagne de dépistage du diabète et du cholestérol. Et ça se tiendra à l'Église First Ministry un dimanche, donc le 6 octobre 2013, à partir de 12h. Remerciements à tout le monde et nous espérons vous revoir prochainement. Merci. Do you know Congo Center? Go now and check in www.congocenter.com. Chers internautes, congolaises et congolais, ceci nous concerne. Pour notre divertissement, nos événements et nos informations, c'est sur congocentral.com. Congo Central, we are the world. Do you know Congo Center? Go now and check in www.congocenter.com. Chers internautes, congolaises et congolais, ceci nous concerne. Pour notre divertissement, nos événements et nos informations, c'est sur congocentral.com. Congo Central, we are the world.